Merci de vous proposer ce sera mieux, même si je parle très fort, un regard épidémiologique sur cette question à partir de résultats d'une enquête récente qui est l'enquête santé en population carcérale qu'on a menée dans le Nord et le Pas-de-Calais. Alors juste un petit rappel pour savoir de qui on parle, de quelle population on parle. La population carcérale, c'est 70 000 détenus environ actuellement, dont 20 000 sont en détention provisoire. Je pense que c'est important de le rappeler. Ces personnes détenues, elles sont incarcérées dans différents types d'établissements pénitentiaires. Il y en a 187 en France. Donc rapidement, les maisons d'arrêt pour les peines courtes et les personnes qui sont en détention provisoire. Les établissements pour peine pour les gens qui ont été condamnés à une peine privative de liberté. Et puis des centres pénitentiaires qui vont mixer différents types d'établissements pénitentiaires, différents types de quartiers, quartier maison d'arrêt, quartier centre de détention. Je vais passer rapidement sur ces éléments, mais je pense que c'est toujours important de rappeler quand on parle de la prison qu'on parle de différentes populations, de différents établissements qui ont des caractéristiques différentes, et souvent les populations à l'intérieur ont des caractéristiques également différentes. Quand on parle de prison, on est obligé aussi de rappeler toujours le problème de la surpopulation carcérale. La densité carcérale en France, c'est 116%. Elle atteint 135% dans les maisons d'arrêt, qui sont parfois très surpeuplées, jusqu'à 150-200% de taux d'occupation. Donc ça, c'est un élément très important. Et quand on est médecin, la façon, en tout cas pour moi, de concevoir la prison, c'est de voir cet environnement comme un concentré de facteurs de stress, de différentes natures. La promiscuité, mais en même temps un isolement affectif pour les personnes qui sont incarcérées, une inactivité contrainte puisque l'accès au travail est quand même assez rare en détention, le bruit, un climat quand même de violence, des relations complexes souvent avec l'administration pénitentiaire et des lieux qui sont encore plus exposés à ces facteurs de stress que sont le quartier d'isolement et le quartier disciplinaire. Donc ça, c'est pour le panorama général. Et maintenant, je vais vous présenter des données épidémiologiques, donc les données de cette enquête SPCS dont je vous ai parlé en début de présentation. Alors, comme je ne suis pas addictologue, mais que je suis psychiatre, je vais commencer par les troubles psychiatriques. C'est pas pour aller contre Frédéric Meunier, mais je voulais juste rappeler que la question des troubles psychiatriques, elle est en fait en prison, elle est en fait ancienne, parce que les aliénistes s'intéressaient dès le 19e à cette question, notamment Jules Bayarger dans sa note sur la fréquence de la folie chez les prisonniers. Mais en effet, les premières véritables enquêtes épidémiologiques en France, elles sont arrivées beaucoup plus tard. Alors, il y a quand même plusieurs rapports de l'adresse dans les années 90-2000 qui alertent déjà sur l'état de santé très mauvais au niveau de la santé mentale en population carcérale. Mais l'étude phare, l'étude qui fait référence, c'est celle de Bruno Falissard, une étude nationale sur 20 établissements pénitentiaires, 800 personnes détenues qui ont été évaluées à la fois par le MINI et par un entretien en binôme avec un psychiatre et un psychologue ou un psychiatre interne. Donc, les résultats de cette enquête, ils étaient assez clairs avec des prévalences très importantes de l'ensemble des troubles psychiatriques, les troubles de l'humeur, près de 30%, les troubles anxieux, 25% environ, le trouble de stress post-traumatique, les troubles psychotiques, 17%, mais également les problématiques addictives. On retenait de cette étude qu'environ un tiers des personnes incarcérées, en tout cas dans cette enquête, présentaient au moins une maladie psychiatrique de gravité marquée à sévère, selon la CGI. Alors là, peut-être une des limites, si on doit en trouver une de cette étude, c'est qu'elle faisait un focus sur l'ensemble de la population carcérale, mais qu'elle s'était intéressée à la population carcérale dans son ensemble, c'est-à-dire des gens qui étaient déjà en prison, qui étaient déjà incarcérés. On avait finalement peu de données sur la santé à l'entrée en détention de cette population carcérale. Donc c'était un peu l'objectif de l'enquête santé en population carcérale qu'on a menée dans les maisons d'arrêt du Nord et du Pas-de-Calais, donc 8 établissements en tout, entre 2014 et 2017, dont l'objectif était vraiment de faire un état des lieux de la santé à l'entrée en détention. Donc le design était assez simple, on faisait un entretien, une évaluation des personnes incarcérées dans les 72 heures qui suivent leur arrivée en détention. On avait une évaluation socio-démographique, une évaluation psychiatrique par le MINI,
Et aussi un intérêt supplémentaire à cette étude, c'est qu'elle a pu être menée conjointement avec le CCOMS à Lille, et que donc on a contrairement à ce qui est rarement fait dans l'épidémiologie des troubles psychiatriques en prison, on a pu comparer directement les taux de prévalence qu'on observait dans cette population entrant en détention à ceux en population générale de la même zone géographique, donc du Nord et du Pas-de-Calais, et en faisant des appariements sur l'âge et le sexe. Donc, ce qui est quand même assez intéressant, puisqu'on sait qu'il peut y avoir des variations dans les prévalences de certaines pathologies, et qu'on peut du coup avoir une comparaison vraiment directe avec la population générale de la même zone géographique. Donc rapidement, les caractéristiques socio-démographiques de cette population, donc sans surprise, une population jeune, avec une notion de précarité, un niveau d'études qui est assez faible, une proportion importante de personnes qui n'ont pas d'activité professionnelle, et également des antécédents d'incarcération qui étaient retrouvés dans 40% des cas environ. Donc le ratio femmes-hommes, c'est celui de la population carcérale française, hein, donc il a été choisi dans cette étude, il caractérise rien du tout, il reflète la population carcérale en fait. Donc ce qu'on a pu montrer dans cette enquête, c'est que les troubles psychiatriques à l'entrée en détention, ils sont fréquents et ils sont largement surreprésentés par rapport à la population générale de même âge et de même sexe. On peut faire ce constat pour l'ensemble des troubles psychiatriques, que ce soit pour les troubles thymiques, puisqu'on retrouvait une prévalence de 30% à l'entrée en incarcération, et globalement ce qui correspond à peu près 3 fois plus qu'en population générale. Pour les troubles anxieux, on avait 44% de personnes concernées, et on avait également une surreprésentation d'un ratio 3 par rapport à la population générale. Le trouble de stress post-traumatique, 6 fois plus représenté à l'entrée en détention qu'en population générale, hein, avec une prévalence de 5%. On fait un travail dédié, si ça vous intéresse, sur cette question qui est paru récemment. Et les troubles psychotiques, également largement surreprésentés, 3 fois plus de troubles psychotiques qu'en population générale, et une prévalence de 7%. Donc, les troubles de l'usage de substances, me direz-vous, hein, puisque a priori je suis là pour ça aujourd'hui. Donc on a retrouvé des chiffres également très importants par rapport aux troubles de l'usage de substances. Plus de 50% des personnes concernées soit par l'alcool, soit par une autre substance, ce qui correspond globalement à ce qu'on retrouve dans la littérature internationale sur le sujet. Hein. La dernière méta-analyse de Sina Fazel sur ce sujet, elle retrouve des chiffres qui correspondent un petit peu, à peu près à ce qu'on a retrouvé. Et donc, une surreprésentation aussi large par rapport à la population générale, que ce soit pour l'alcool ou pour les autres substances. Donc, quelque chose qui est un résultat qui est vraiment très important quand on s'intéresse à la population carcérale, et ce qui a vraiment été clairement montré dans cette enquête, c'est le poids des comorbidités. Puisque, en fait, si on fait un petit peu le point et que on va un petit peu plus loin que le fait d'avoir des prévalences très importantes pour l'ensemble des troubles, ce qu'il faut noter, c'est qu'on a aussi une surreprésentation de la co-occurrence de différents troubles chez les mêmes patients. Si on regarde en population générale, vous voyez ici les chiffres, donc MHGP, c'est les chiffres en population générale, on a à peu près plus de 85% des personnes qui ont soit pas de trouble, soit un trouble. Par contre, si on va regarder dans notre population de personnes arrivant en détention, on s'aperçoit qu'on a en fait près de 40% de personnes qui ont 2, voire 3, voire 4 troubles ou plus. Donc on a vraiment des prévalences importantes de ces troubles, mais on a surtout une co-occurrence des différents troubles chez les mêmes personnes, ce qui vraiment rend compte des difficultés de prise en charge et de soins destinés à cette population. Donc ça, c'est vraiment la co-occurrence, c'est la règle en prison, et ça, c'est vraiment un résultat qui était clair dans cette étude, et c'est un résultat qu'on retrouve dans la littérature internationale sur le sujet. Hein. Il y a des études qui montrent que si on s'intéresse aux troubles de l'usage de substances, on a des troubles dépressifs et des troubles anxieux associés largement, et si on s'intéresse aux personnes qui souffrent de troubles psychiatriques, alors là j'ai pris les troubles dépressifs ou anxieux, 75% qui souffrent d'un trouble de l'usage de substances associées, donc c'est vraiment la règle en prison. Donc ce résultat, il nous a poussé à aller un peu plus loin,
Donc on a fait une deuxième étude, notamment avec le professeur Benjamin Rolland ici présent, qui s'est intéressé un peu plus en détail à ce lien entre les consommations de substances psychoactives et les troubles psychiatriques pour aller voir un petit peu de manière qualitative ce qui se passait dans ces associations de troubles. Donc, dans cette deuxième étude, on s'est intéressé uniquement aux hommes, puisque l'effectif de femmes qu'on avait finalement était trop faible pour des analyses un peu plus poussées. Donc, on retrouve ce que je vous ai dit tout à l'heure, avec une large surreprésentation des troubles liés à l'usage d'alcool, près de 30%, 36% quand on a pari sur l'âge par rapport à la population générale. Une surreprésentation des autres troubles liés à l'usage de substances, et notamment de l'usage de cannabis, ce qui est aussi un résultat assez connu quand on s'intéresse à la prison, mais des autres substances également, les opioïdes, les psychostimulants. Quand on a regardé un petit peu les facteurs de risque associés à ces troubles, donc l'incarcération sortait clairement comme un facteur de risque de présenter un trouble de l'usage d'alcool, mais on retrouvait également des résultats, je pense que vous avez parlé ce matin, parce que ça a été évoqué plusieurs fois, les antécédents de trauma, un âge compris entre 25 et 44 ans, l'isolement également. Et pour les troubles liés à l'usage de substances hors alcool, donc l'incarcération, encore une fois, était largement un gros facteur de présenter un trouble de l'usage de substances, mais également les antécédents de trauma, les antécédents de migration et le fait d'être sans emploi ou l'isolement social. Alors, pour aller un petit peu plus loin, ce qu'on a regardé également, ce sont les comorbidités psychiatriques en détail. Donc c'est ce qui est présenté sur cette diapositive chez les personnes, selon qu'elles ne présentaient pas de troubles de l'usage de substances, alcool ou drogue, et qu'elles présentaient un trouble de l'usage d'alcool ou qu'elles présentaient un trouble de l'usage de drogue hors alcool, soit qu'elles présentaient à la fois un trouble de l'usage d'alcool et de l'usage de drogue illicite. Et en fait, ce qu'on a constaté, c'est que de manière générale, on a chez les personnes qui vont présenter un trouble de l'usage d'alcool ou un trouble de l'usage de drogue, plus de troubles psychiatriques associés que chez les gens qui n'ont pas de troubles d'usage. On voit que ici, par exemple, c'est figuré ici qu'on a une surreprésentation de ces comorbidités psychiatriques. Quand on a un trouble d'usage de substances et un trouble de l'usage d'alcool et un trouble de l'usage de drogue, on a encore plus de troubles psychiatriques associés. Donc en fait, on a un gradient du fait de ne pas avoir de trouble de l'usage de substances à celui d'avoir un trouble de l'usage d'alcool et d'un trouble de l'usage de drogue. Je m'y perds un peu. Et ce gradient, en fait, il est plus important. C'est ça qui est vraiment le plus important. Il est majoré lorsqu'on s'intéresse à la population carcérale, puisque le fait d'avoir un trouble associé, il est par exemple, quand on a un trouble de l'usage d'alcool, il est de 45% en population générale, il est de 60% en population carcérale. Quand on s'intéresse au trouble de l'usage de drogue, on a 44% des personnes qui présentent un trouble psychiatrique associé versus 60% en population carcérale. Et quand on a un trouble de l'usage d'alcool et un trouble de l'usage de drogue associé, on a 60% de comorbidité psychiatrique en population générale versus 90% en population carcérale. Donc l'incarcération, il y a vraiment un effet cumulatif, et l'incarcération, elle constitue un facteur de risque additionnel d'avoir un trouble psychiatrique chez les personnes qui ont un trouble de l'usage d'alcool ou un trouble de l'usage de drogue. Donc tout ça a bien entendu des implications, à la fois pour le dépistage, puisque ça je pense que tout le monde en est convaincu, il y a un large intérêt à dépister les conduites addictives à l'entrée en détention, c'est évident pour la gestion du sevrage, les prises en charge et tout ça, mais en fait il y a vraiment un intérêt, et encore plus en prison et à l'entrée en prison, à aller détecter et à aller dépister, repérer les troubles psychiatriques chez les personnes qui entrent en détention dès lors qu'on a repéré un trouble de l'usage de l'alcool ou un trouble de l'usage de drogue.
Donc ça, c'est vraiment le résultat important. Alors, quelques perspectives pour aller un peu plus loin. On parle beaucoup de pathologie duel aujourd'hui. Alors, j'irais même un peu plus loin aujourd'hui, puisque on peut, dans certains articles, retrouver certains auteurs qui parlent de triade, de pathologie trielle, on pourrait dire. Et c'est vraiment pertinent en détention. Donc, une triade qui associerait un trouble psychiatrique sévère, type trouble bipolaire, épisode dépressif caractérisé ou une schizophrénie, un trouble de l'usage de substances et un trouble de personnalité, les plus représentés étant les troubles de personnalité borderline ou les troubles de personnalité antisociale. Et c'est, par exemple, dans cette étude, une triade qu'on retrouve chez à peu près 30% des personnes interrogées à leur entrée en détention. Cette triade, elle est notamment associée au fait d'avoir des antécédents d'incarcération et des antécédents d'hospitalisation. Donc c'est quand même une population qui aurait tendance à être très institutionnalisée, hein, et ça fait écho à tous les débats sur la transinstitutionnalisation et les liens entre hôpital psychiatrique, nombre de lits et incarcération des personnes souffrant de troubles psychiatriques sévères. On pourra peut-être en discuter un petit peu après. Et donc vraiment le message, c'est qu'il y a une réelle nécessité. Alors j'ai pas de réponse toute faite à apporter aujourd'hui, hein, c'est vraiment un regard épidémiologique, mais il y a vraiment nécessité d'intégrer différentes approches thérapeutiques et de développer de nouvelles approches pour prendre en charge spécifiquement ces patients, qui sont notamment ces patients qui présentent cette triade symptomatique qui peut être particulièrement difficile et qui échappe la plupart du temps aux soins. Alors des pistes, hein, des approches transdiagnostiques bien entendu, des approches peut-être centrées sur la gestion émotionnelle, sur l'impulsivité, qui sont des dimensions qu'on retrouve extrêmement fréquemment chez ces patients, et puis peut-être un lien aussi avec la résistance au traitement dans le cadre de ces comorbidités, puisque c'est également des situations qu'on retrouve extrêmement fréquemment en pratique clinique, et je pense que ce regard pathologie duel, pathologie trielle, il doit nous amener à repenser un peu ces notions-là et ces prises en charge difficiles et complexes et résistantes qu'on rencontre au quotidien quand on travaille en milieu pénitentiaire. Et je vous remercie de votre attention.